Donc nous allons maintenant poursuivre par, donc la correction de l'étude de cas. Je vais commencer par reprendre très rapidement ce qu'on a fait la semaine dernière, donc les premières questions qui ont déjà été corrigées. Donc question 1, c'était le contexte, ça, vous rattraperez. Pour ceux qui ont été absents, je ne vais pas forcément le revoir. Les enjeux, problèmes, menaces, objectifs généraux et opérationnels de l'activité. Là, l'idée, c'était la petite subtilité de voir que effectivement l'enjeu primaire, l'enjeu qui paraît évident, c'est cette population de perdrix qu'on ne veut pas perdre, mais qu'en fait, il faut être assez réaliste, que derrière, quand, le commanditaire de ce type d'action, c'est une ACCA, donc une association pour la chasse. Pour eux, ça veut dire que l'enjeu derrière la gestion de la population de perdrix, c'est en fait la continuité, la poursuite de cette activité de la chasse. Puisque derrière cette activité de la chasse, pour eux, c'est un enjeu économique, de la vente des permis, de la vie de l'association et cetera. Donc on est sur un enjeu qui est un peu plus, qui est en fait, économique pour la société de chasse, l'association de chasse, pardon. Et donc pareil, quand vous présentez les problèmes menaces dans une situation de ce genre, pensez à les présenter d'une façon, logique et cohérente avec, une chronologie, enfin un lien de cause à effet entre les étapes. Voilà, le premier élément, c'est la déprise agricole, donc le fait que l'agriculture étant complexe dans ce type de milieu, le l'activité classique agricole qui était pratiquée, a été arrêtée. Donc c'était par exemple le pâturage extensif qui a été arrêté dans ces milieux-là. Du coup, ce pâturage extensif, quand il s'est arrêté, bah, ça a entraîné un abandon des milieux qui, s'ils ne sont pas entretenus, bah, évoluent de façon tout à fait naturelle, hein. Tous ces milieux ouverts évoluent de façon naturelle vers la fermeture, en particulier par la colonisation, le développement d'une strate arborée qui va, arriver des environs. Donc on a cité, dans la première partie, par exemple, voilà, le pin, les genévriers, et cetera. Donc le milieu ne devient plus favorable à la perdrix, qui est plutôt une espèce de milieu ouvert, donc les populations régressent et donc les chasseurs ne sont pas contents. Donc essayez de présenter les problèmes et les menaces avec, le lien de cause à effet entre les différents éléments pour qu'on voit et montrer que vous avez compris la logique, la succession des éléments entre eux, que c'est bien parce qu'il y a la déprise qu'on arrête le pâturage extensif, que c'est le pâturage qui entretenait ces milieux qui les gardaient ouverts et que du coup, naturellement, ils vont avoir tendance à se fermer une fois qu'ils sont plus entretenus. Alors, à partir de la question 3, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet pour nous, même si c'est des parties qu'on a déjà vues. Donc l'inspection de terrain, la visite d'inspection de terrain qui est faite avant le chantier par le commanditaire et dans ce cas-là, le chef d'équipe de l'association d'insertion, pour relever des éléments précis, donc on a déjà vu un peu ensemble, la localisation pardon, précise du site et des zones d'intervention, l'accessibilité du site, voilà, dans ce cas-là, on est sur un site qui est pas très accessible avec des temps de marche importants, donc il va falloir prendre en compte dans l'organisation, le déroulement de la journée avec des pertes de temps. Dans ce cas-là, on est sur une végétation aussi épineuse, donc pour lesquelles, on va réfléchir aux aménagements, aux EPI qu'on met en œuvre comme l'obligation de mettre des gants. Le fait que, bah, vu le type de végétation et vu le travail qui est demandé en termes de tâches, vous vous rappelez, pour une tâche choisir la technique, bah, là qu'on est obligé d'utiliser des machines thermiques. Le fait qu'on est sur un site qui est, jalonné de sentiers de randonnée, donc ça veut dire en termes de risque, anticiper le fait qu'il peut y avoir la présence du public et comment on va, mettre en œuvre des mesures de prévention pour limiter ce risque-là et qu'on est sur un site avec des pentes importantes, donc avec potentiellement des difficultés de déplacement qui vont, nécessiter là aussi de le prendre en compte dans l'organisation du chantier, la fatigue des exécutants, peut-être essayer d'organiser les tâches de façon à limiter au maximum les déplacements pour éviter une fatigue, excessive, entre guillemets «pour rien». Et donc évidemment, on a vu que lors de la visite d'inspection de terrain, l'idée c'était aussi de rediscuter avec le commanditaire de ses exigences. La question 4, donc là je vous ai mis par cœur et attention, on est là aussi vraiment sur une partie de cours. Dans la réalisation d'un chantier, les règles de sécurité, on l'a déjà dit dans la vidéo précédente, c'est vraiment une priorité. Donc là, on en a, plus d'une dizaine je crois, pour la plupart qui sont, classiques et qui seront dans tous les cas de chantier, d'autres qui sont un peu plus adaptés à ce chantier-là, mais qui correspondent quand même à des règles de sécurité, des exemples que vous pouvez avoir en tête pour votre chantier de CCF de l'année prochaine. Donc, bah, évidemment les EPI adaptés, aux tâches qu'on a à faire et en particulier aux machines. Donc vous devez bien maîtriser quels EPI vont avec quels outils, avec les débroussailleuses, avec la tronçonneuse et cetera.
En protection collective cette fois, puisque EPI c'est individuel. En protection collective, on a cette fois donc les distances de sécurité entre les agents en fonction là aussi des tâches qu'ils réalisent, la signalisation du chantier pour la gestion du risque, la protection du public et des exécutants entre eux d'ailleurs, le fait qu'on a une trousse de secours, qu'on a un téléphone portable avec les numéros d'urgence et une indication du lieu sur le site sur lequel on capte les réseaux et quel réseau par exemple. En cas d'accident, avoir un véhicule qui est facilement, enfin le plus facilement possible accessible, qui est prêt à partir et une définition pour le groupe de, si on a appelé les secours, quel accès on va leur indiquer. Là, dans ce cas-là, dans des sites un peu fermés comme ça, des vêtements fluo, ça peut être bien pour bien se voir d'un exécutant à l'autre. Je vous rappelle que ça, par exemple, c'est une obligation en chantier forestier, mais comme les chantiers espaces naturels ne sont pas classés espace, gestion forestière, on n'a pas cette obligation-là, bien que finalement, un certain chantiers correspondent un peu aux mêmes risques et contraintes. On va éviter de faire travailler des exécutants seuls, sur des zones du site avec les pentes et cetera pour éviter que s'il y a un incident, ce ne soit pas, remarqué rapidement. On ne travaille pas au-dessus d'un opérateur en forte pente. On identifie les personnes formées aux premiers secours et on a parlé des gants tout à l'heure pour la végétation piquante. Et enfin, quand on s'approche d'un exécutant qui est en train de travailler, surtout avec des machines potentiellement dangereuses, on le prévient, on vérifie qu'il nous a vu la proximité quand on rentre dans sa zone de travail. Sur le matériel, quelques règles de sécurité aussi. Le matériel doit être aux normes. Il y a une évolution des normes au fur et à mesure des années, donc du matériel un peu vétuste n'est peut-être plus aux normes. Donc ils doivent avoir leur certificat de conformité et être en bon état de marche. En particulier, tous les organes de sécurité comme frein de chaîne sur la tronçonneuse, ils doivent absolument être, fonctionnels. Question suivante, alors qui est un peu le cas particulier de ce chantier, comment le chef d'équipe organise son travail, mais finalement qui correspond à une organisation assez classique de chantier de ce type-là. Donc là, bon, 20 ouvriers, 2 chefs d'équipe, donc un encadrant pour 10, on est sur un ratio assez moyen, pardon. Ensuite, à l'intérieur de ce grand groupe, l'organisation des équipes est faite en binôme ou trinôme, c'est-à-dire, ça c'est très classique, un opérateur avec machine, tronçonneuse, débroussailleuse par exemple, donc qui va faire le gros du travail, auquel on ajoute un ou 2 exécutants qui vont être responsables plutôt de la gestion des rémanents, voire 3, hein. L'idée, c'est d'avoir, une adéquation entre, l'avancement de l'opérateur avec machine dans sa tâche et l'exportation, la gestion des rémanents au fur et à mesure par les exécutants pour éviter à la fois, une accumulation qui ferait prendre du retard plus tard et souvent c'est beaucoup plus dur de rebrasser des rémanents quand ils sont accumulés, quand ils sont en gros tas, qu'il faut les redémêler plutôt que les évacuer au fur et à mesure. Et l'évacuation au fur et à mesure permet aussi de bien visualiser l'avancement, de voir si c'est bien fait, s'il reste des choses à faire et permet à l'opération avec machine de travailler dans des meilleures conditions plutôt qu'avoir par exemple toutes les branches pour un tronçonneur qui sont restées autour de lui et qui l'encombrent. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir une adéquation entre l'opérateur avec sa machine et les exécutants qui font la gestion des rémanents derrière. Donc c'est là qu'il faut adapter sa gestion d'équipe entre le nombre d'opérateurs et le nombre d'exécutants qu'il a besoin pour gérer les rémanents. Parfois, un pour un, ça va aller très bien en fonction de l'avancement de l'opérateur et de la difficulté de l'exportation des rémanents. Si la coupe est assez lente et que l'exportation des rémanents est assez rapide, au contraire, un pour un, ça pourra suffire. Au contraire, si la coupe est assez rapide pour l'opérateur avec machine et qu'au contraire, la gestion des rémanents est un peu plus longue, il faut les emmener assez loin, les mettre en tas organisés, et cetera, les recouper. Là, peut-être qu'il faudra 2 exécutants, voire même sur un chantier où il faut exporter les rémanents très loin, avoir une mise en tas ou un broyage, peut-être que là, il faut mettre 1 pour 3, voire 1 pour 4, éventuellement. Donc voilà, ça c'est typiquement, le boulot du chef d'équipe, d'être capable de mettre en adéquation ces 2 tâches-là et justement le lien entre elles et éviter qu'on ait, soit, des exécutants ou rémanents qui attendent parce que finalement la coupe est pas assez rapide et qui sont eux trop nombreux, soit au contraire d'avoir des rémanents qui s'accumulent parce que l'opérateur coupe et que derrière ça suit pas pour l'exportation parce que les autres sont pas assez nombreux. Et ça, ce qu'on vous demande, c'est d'être capable déjà éventuellement à l'avance d'estimer un peu le besoin, 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 1, mais surtout d'être capable d'observer au fur et à mesure de votre chantier l'avancement,
l'organisation de tout ça et voir très rapidement s'il y a besoin de réorganiser, de modifier ce ratio entre l'un et l'autre pour, dire: «Bah, ça avance pas assez vite, j'en mets un de plus à la coupe et je laisse mes 2 ou 3 qui exportent» ou au contraire, «J'en enlève un ou 2 qui exportent parce qu'ils attendent trop» et cetera. C'est ça qu'on vous demande d'être capable de faire. C'est ces critères-là qui vont servir à l'évaluation l'année prochaine pour évaluer que, bah, peut-être l'organisation de départ était pas optimale, mais ça, c'est pas forcément facile au départ d'évaluer à l'avance, le ratio qu'il y a besoin. Mais c'est surtout votre capacité à réagir rapidement et à modifier, cette organisation pour que ce soit le plus optimal possible. Et enfin, la question 6 qu'on avait fait la semaine dernière, donc c'est les 2 choix de gestion des rémanents qui sont faits sur ce chantier qui là aussi, je vous ai mis, une petite, idée ampoule pour une petite idée lumineuse, sont assez classiques et peuvent correspondre à ce que vous pouvez proposer l'année prochaine sur vos propres chantiers. En fonction du diamètre des rémanents, bah, classiquement sur des rémanents de petit diamètre, on peut les mettre en andin, en tas de branches, alors qui peuvent même être, mis au pied d'une haie, dans des zones qui ne dérangent pas et être laissés comme ça fait déjà des micro-habitats qui peuvent avoir un intérêt. Ou alors qui vont pouvoir être broyés en hiver, par la société de chasse éventuellement, voire même qui vont pouvoir être passés au broyeur. Nous, on a le broyeur qu'on peut emmener sur les chantiers et donc créer du broyat, soit qu'on ramène et qu'on utilise plus tard pour du paillage de haies, soit qu'on étale, au pied d'une haie, soit éventuellement qu'on met en tas avec des pierres et cetera pour créer un site de ponte à serpents, par exemple. Ou alors sur des gros diamètres, des bûches qui peuvent être compliquées, par exemple à broyer, ou à exporter et cetera, on va les mettre en tas, éventuellement pour une utilisation bois de chauffage sur les zones, mais aussi ça crée des micro-habitats, une mise en serre, donc un mise en tas comme ça en laissant volontairement certains, des creux, des choses comme ça fait des zones qui pourront être utilisées par le hérisson, par exemple, en hibernation, par des belettes, par là aussi amphibiens, reptiles et cetera. Le bois va se dégrader naturellement en favorisant les insectes xylophages, donc qui mangent du bois, voire saproxyliques, c'est-à-dire des insectes qui utilisent le bois mort pour se reproduire, par exemple, pour faire des larves, comme la rosalie des Alpes. Et donc ces insectes, enfin voilà, le développement de ces insectes dans ces tas de bois va elle-même favoriser, l'alimentation de toute la faune qui se nourrit des insectes, donc éventuellement, en particulier oiseaux pour le nourrissage des jeunes et cetera. Donc voilà, dans la vidéo suivante, nous allons, commencer, concrètement la correction des questions suivantes que nous n'avions pas encore faites.